Bonjour, chose promise, chose due, voici l'intégralité de l'entretien réalisé le 24 juin dernier avec le docteur en sciences politiques Sébastien Boussois, dont le dernier ouvrage, Les Émirats arabes unis à la conquête du monde, est sorti en librairie cet été. Sébastien Boussois, la Team OM l'a découvert après une de ses chroniques publiées le 21 juin dans l'hebdomadaire Marianne, où il était question d'Arabie saoudite, d'économie du sport et de soft power. Un passage avait tout particulièrement interpellé les suiveurs de l'OM. Je cite: après l'épisode raté du rachat du club de football de Newcastle par les Saoudiens, Riyad s'était jeté corps et âme sur une nouvelle proie européenne mythique l'année dernière, l'Olympique de Marseille. En vain. Mais ce n'est pas grave, car pour MBS, c'est une stratégie de long terme où il lui faut reconquérir pas à pas ses galons et ses lettres de noblesse afin d'éviter la déchéance. Fermez les guillemets. Un sujet sensible et complexe décrypté par un éminent spécialiste du Moyen-Orient. Sportmed met les pieds dans le plat. Attention, esprit binaire s'abstenir. C'est parti. Sébastien Boussois, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue sur Sportmed. Sébastien, Bonjour. bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur Moyen-Orient, relations euro-arabes et enseignant en relations internationales. Vous avez écrit de nombreux ouvrages concernant justement les relations entre les pays du Moyen-Orient et l'Europe. Et le dernier en date qui va sortir, je crois, le 13 juillet, c'est ça? Voilà, absolument, oui. Voilà. Donc le dernier en date s'intitule Émirats arabes unis à la conquête du monde. Un titre évocateur, c'est volontiers provocateur, ça, ou qu'est-ce que... Oui, évidemment, le titre peut paraître ambitieux, mais il est à la hauteur de ce que les Émirats arabes unis ont prévu de faire, non seulement de leur pays, mais également de la région, et puis d'une certaine stratégie d'emprise mondiale dont ils ont le secret. Je crois que ce micro-confetti politique ou géopolitique a des ambitions bien plus démesurées que la taille même de son territoire. Et cela est dû à un homme qui s'appelle Mohamed Ben Zayed et qui a eu pour objectif, et qui a toujours pour objectif d'ailleurs, de faire de cette confédération d'Émirats une plateforme politique, économique, culturelle, mais également sportive, incontournable non seulement dans la région, mais également dans le monde. Donc quand je parle de la conquête du monde, ça concerne une influence très forte dans la région sur un certain nombre de pays. Ça concerne des relations extrêmement approfondies avec des partenaires privilégiés comme en Europe et notamment la France sur la question de l'armement par exemple. Mais ça concerne aussi des ambitions tout à fait plus démesurées encore qui passent par l'exposition universelle Dubaï 2020 qui a été reportée d'un an et qui va ouvrir au mois d'octobre et que Mohamed Ben Zayed présente modestement comme la plus grande exposition universelle de l'histoire. Ça passe aussi par des stratégies pour conquérir des sources d'eau dans certains territoires africains, ça passe par les pierres précieuses, et ça passe aussi plus récemment dans sa nouvelle relation, notamment avec Israël, dans une stratégie également de nouvelles guerres, c'est-à-dire les guerres cybernétiques. Et encore un peu plus loin, c'est l'objectif de la planète Mars, par exemple, et des satellites qui ont été envoyés récemment dans l'espace par Abu Dhabi. Mhm. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion de soft power, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Quel est le but ultime, en fait, de ce soft power? Alors on le retrouve dans un certain nombre de pays. Chaque pays d'ailleurs qui a une visée géopolitique ou stratégique au-delà même de ses frontières cherche à influencer, à montrer que son modèle est le meilleur ou qu'à tout le moins, en tout cas, il a des atouts qui pourraient séduire d'autres pays et d'autres sociétés. En général, en géopolitique, on parle de hard power, c'est-à-dire l'influence, mais également la stratégie d'emprise qui peut être d'ordre militaire ou énergétique. Le hard power de la France, par exemple, c'est son industrie d'armement. Le hard power de l'Arabie saoudite, par exemple, c'est son pétrole.
Et vous avez le soft power qui n'est pas moins important, qui est en fait, par exemple, ce que les États-Unis ont pu développer depuis des siècles avec la langue anglaise, par exemple. Le fait que l'anglais soit la langue la plus parlée dans le monde aujourd'hui, c'est un des outils du soft power, comme l'industrie d'Hollywood, par exemple, ou comme toutes les entreprises culturelles qui jouent un rôle fondamental dans la promotion de l'économie américaine. Je pense à Coca-Cola ou à Disney. Les Émirats arabes unis ont à peu près la même perception comme l'Arabie saoudite ou comme le Qatar, c'est-à-dire la volonté de diffuser leur modèle à travers la promotion et l'organisation d'un certain nombre soit d'événements, soit une intrusion claire et nette dans des entreprises ou des activités qui dépendent d'autres pays étrangers. L'exposition universelle Dubaï 2020, c'est du pur soft power. La Coupe du Monde 2022 l'année prochaine au Qatar, c'est du pur soft power. Et vous trouvez ça dans plein d'autres organisations, plein d'autres stratégies. Quand, par exemple, tout le monde a envie, après la Covid, d'aller se balader à Dubaï, parce que à Dubaï, l'herbe est plus verte qu'ailleurs, parce que les Émirats vous offrent un voyage, enfin, vous le payez cher, mais vous aviez en même temps le vaccin qui vous était offert sur place. Tout ça, ce sont des éléments de soft power pour promouvoir un pays et pour le faire passer pour un pays qui puisse être exemplaire ou qui puisse être un modèle pardon, et surtout qui puisse attirer les gens, mais aussi les investisseurs. Dans, justement, nous, ce qui nous intéresse, dans cet ensemble, dans ces outils, des différents outils utilisés pour donc asseoir, affirmer ce soft power, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ce que nous, on appelle, on va l'intituler comme ça, le sport power. C'est un Mhm. sous-ensemble qui est de plus en plus utilisé par les pays du Moyen-Orient, notamment, vous l'avez évoqué, avec le Qatar, on en parlera tout à l'heure aussi avec le PSG, évidemment, il n'y a pas que la Coupe du Monde, mais en quoi le sport est-il un vecteur important? Peut-il aider ces pays du Moyen-Orient à lisser leur image et ensuite à pouvoir s'introduire dans une relation avec l'Occident qui soit plus ou moins apaisée et, disons, à se connecter, à se câbler ensuite sur différents business, voire sur des domaines Mhm. politiques. Vous avez raison à la fois dans votre question et dans les éléments de réponse qui y figurent déjà. Je pense que le sport est, comme on disait du temps des Romains, des jeux, du cirque ou du pain et des jeux, est un des outils qui nourrissent les sociétés dans le monde et qui est le plus populaire en termes aussi bien de pratique que en termes de, je dirais, de spectacle. On sait aujourd'hui que la Coupe du Monde de football est l'événement planétaire le plus suivi dans le monde. On sait actuellement, évidemment, avec l'Euro, ô combien tous les projecteurs sont tournés vers cette coupe actuellement et vers les matchs. Il est également classique de voir que le pays hôte des Jeux Olympiques dispose d'une vitrine exceptionnelle pendant la durée de l'événement. Et cela permet à un certain nombre de pays, effectivement, vous avez raison, de promouvoir leur image, ou en tout cas d'essayer de lisser, comme vous le disiez, ou en tout cas d'améliorer une image qui parfois peut être ternie d'un point de vue politique. On a pu le voir avec la Russie dernièrement. On pourra le voir avec le Qatar, qui a souvent été critiqué pour un certain nombre d'éléments et qui a œuvré, en tout cas qui a travaillé dans le sens, notamment sur la question des travailleurs, du droit des travailleurs immigrés, dans le sens, je dirais, de l'histoire pour essayer de faire évoluer ce droit. Vous avez du coup un certain nombre de pays qui essayent de s'approprier des événements internationaux pour attirer à eux et pour capter à eux l'attention pendant toute la durée de la compétition. Alors ça permet un certain nombre de choses, ça permet de positionner des pays qui en ont les moyens, notamment d'accueillir, d'organiser d'un point de vue financier, mais d'un point de vue logistique. Ça permet à un certain nombre de pays de se positionner sur l'échiquier stratégique mondial de l'organisation de grands événements et d'être tout à fait compétitif avec un certain nombre d'autres pays, peut-être jusqu'à maintenant. C'est surtout que c'est la première fois de l'histoire que la Coupe du monde de football sera organisée dans un pays du monde arabe, ce qui est absolument essentiel. Le fait que vous ayez ces pays qui cherchent petit à petit, progressivement, à s'introduire dans le sport, c'est une visée évidemment tout à fait stratégique et de longue durée, puisque ce qui aujourd'hui à la fois rapporte le plus d'argent et qui permet d'avoir cette vitrine officielle pendant les durées de l'événement et bien au-delà, c'est bien souvent le sport. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a rien
qui rivalisent en termes de soft power et d'image de manière aussi importante que le sport et en particulier le football où les Jeux olympiques d'hiver ou d'été peuvent jouer. Alors, vous avez des pays qui essayent de rafler l'organisation d'un certain nombre de compétitions internationales et sportives, même de sports peut-être plus intimistes, que ce soit le volleyball, que ce soit l'athlétisme ou ce genre de choses. Cela prouve que l'objectif n'est pas uniquement d'aller sur les sports mainstream qui rapportent le plus, mais c'est aussi de pénétrer des niches qui leur permettent aussi de toucher différents publics. Quelqu'un qui regarde du volleyball n'est pas forcément le même type de personne que celui qui regarde du football. Donc il y a une stratégie globale qu'ont mis en place le Qatar comme les Émirats, une sorte de ce qu'on appelle là-bas vision, c'est-à-dire une vision qui doit dépasser cette situation économique dont ils dépendent, c'est-à-dire avant tout une économie de rente, les hydrocarbures, et surtout anticiper le moment où il n'y aura plus cette manne sans fin et sans fond. Et du coup, cet investissement qui se passe à travers des entreprises, à travers des entreprises du spectacle vivant, par exemple, à travers des clubs sportifs, à travers l'organisation d'événements, c'est aussi un moyen d'investir pour permettre de rassurer sur leur viabilité et d'avoir des retours sur investissement. Je crois que la Coupe du Monde ou l'exposition universelle seront la démonstration que dans une rivalité, Émirats et Qatar ont la capacité aujourd'hui d'organiser des événements internationaux de très haut vol. Leur objectif en général est de viser l'excellence. Quand vous avez les Émirats arabes unis qui, à 20 ans, décident d'organiser un salon de l'armement militaire, aujourd'hui, c'est devenu mille pôles le plus grand salon militaire au monde. Quand vous avez le Qatar qui, à 20 ans, décide d'organiser un salon mondial sur l'éducation qui s'appelle WISE, World International Summit of Education. Aujourd'hui, WISE est devenu le plus important sommet sur l'éducation au monde. Donc vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure dans ces pays-là et quand ils ont décidé de s'attaquer à la fois à nos outils, mais également de s'acheter un intérêt pour l'occidentalisation du monde, à la fois, on a des fois l'impression que ces pays sont très éloignés en termes de mode de vie des nôtres, mais vous voyez bien qu'ils essayent aussi de s'introduire dans ce que nous appelons la société de loisirs et dans les outils qui sont des outils culturels, éducatifs, pédagogiques et sportifs qui peuvent peut-être paraître éloignés de leurs intérêts à un moment ou à un autre, mais dont on voit que même si parfois ils peuvent paraître un peu austères, ils en raffolent énormément. Et le football, depuis les années 30 et depuis les Anglais, a toujours été un outil extrêmement populaire dans la péninsule arabique. Mhm. Vous parlez beaucoup de marketing, d'image, de survie économique, mais peut-on également percevoir, en tout cas de votre côté, avez-vous perçu, pouvez-vous également nous décrire dans certains domaines une volonté avec un projet politique derrière? Alors, je dis souvent qu'en ce qui concerne l'Arabie saoudite, comme les Émirats, il y a une forme de dissimulation par l'art. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'on fait une comparaison entre les trois pays, le Qatar n'a jamais été dans une militarisation, n'a jamais été un pays purement militaire. Il accueille plutôt des bases militaires comme la base américaine, il accueille des soldats turcs notamment, mais l'objectif n'a jamais été de devenir un micro-État surmilitarisé comme Sparte par exemple du temps de l'Antiquité. Ce n'est pas le cas des Émirats et de l'Arabie saoudite qui ont toujours été très militarisés, qui ont toujours été très dans l'ingérence militaire, mais également dans, je dirais, le leadership d'opérations militaires. Et ça, évidemment, quand vous avez l'Arabie saoudite et les Émirats qui, depuis les printemps arabes, essayent de déstabiliser un certain nombre de pays en empathisation pour mettre en place à nouveau contre la rue arabe, comme on dit parfois de façon péjorative, des dirigeants autoritaires, des militaires et des dictateurs, comme c'est le cas en Égypte à nouveau aujourd'hui avec le maréchal Sissi, on a l'impression qu'évidemment, il y a une volonté, en essayant de faire avaler la pilule, de montrer cette belle image du pays qui investit dans le sport et dans la culture, de cacher ou en tout cas d'avoir un agenda derrière. Et c'est souvent pour ça qu'on appelle cela la dissimulation par l'art, c'est-à-dire acheter et investir dans l'art, la culture et le sport pour essayer de détourner l'attention d'un agenda politique qui est parfois tout autre.
Quand vous avez les Émirats et l'Arabie Saoudite qui sont à fond dans le sport actuellement, mais que vous savez dans le même temps, ils sont à la tête de cette guerre qui a été menée au Yémen et qui a fait plus de 450 000 morts depuis 2014-2015 et qui n'a mené à rien. Quand vous avez eu l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul, qui a été clairement ordonné par l'entourage proche de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, quand vous avez des opérations tout à fait obscures avec l'appel à des milices privées type Blackwater, comme il y avait en Irak, et qui sont clairement mis en place et dirigés par les dirigeants émiratis pour essayer de déstabiliser les processus démocratisants, que ce soit notamment, comme c'est le cas par exemple en Libye. Vous voyez évidemment qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Mais je dirais que du coup, c'est un moyen de lisser l'image et acheter une conduite auprès finalement d'une opinion qui sera évidemment plus intéressée et plus centrée sur le football que sur la question des droits de l'homme parfois ou sur la question de la stratégie politique des Émirats ou du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Nous savons tous que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle extraordinaire en termes de droits de l'homme. Nous passons notre temps à le dire, à la critiquer, et ça n'empêche pas aujourd'hui l'Arabie Saoudite petit à petit de grignoter des points, de se retrouver dans l'organisation de compétitions extrêmement populaires, d'avoir récupéré le Dakar, par exemple, qui ne part plus de Paris ni de Dakar, qui ne va même plus en Amérique latine et qui reste en circuit fermé sans public possible en Arabie Saoudite depuis l'année dernière, tous les mois de janvier. Et vous aurez après d'autres événements qui vont être organisés, comme la compétition de Formule 1 au mois de décembre, qui se tiendra pour la première fois en Arabie Saoudite à Jeddah. Donc vous voyez le 2 poids, 2 mesures, mais ce qui intéresse finalement les passionnés de sport, ce sera évidemment avant tout la beauté du sport, la beauté de la compétition, et ça n'empêchera pas un certain nombre de rappeler des éléments problématiques, comme vous l'avez vu par exemple avec la polémique autour de l'UEFA et puis le match d'hier et les lois liberticides et homophobes de Viktor Orban, de rappeler par moment que certains pays, même s'ils accueillent des événements, se doivent, même s'ils sont populaires à ce moment-là et même si tout le monde s'amuse et tout le monde rigole, se doivent d'être exemplaires en termes de droits de l'homme s'ils veulent continuer à pouvoir accueillir ces événements. Malheureusement, souvent l'argent prend le pas sur les choses, mais il y a progressivement, comme vous le savez, plusieurs éléments qui ont tendance à montrer que on ne peut pas forcément tout acheter avec l'argent parce qu'on est l'Arabie Saoudite, et vous avez pu le voir avec les polémiques autour du rachat du club de Newcastle ou toute la difficulté autour de l'OM, c'est-à-dire une sorte de frein quand même de la part de certains membres, aussi bien de la fédération que des clubs même, à l'idée d'être racheté par un pays comme l'Arabie Saoudite, ou d'avoir peur que sa propre conduite soit dictée par un pays avec lequel on n'a finalement pas beaucoup de points communs en termes de droits de l'homme et en termes de quotidien. Quand vous parlez de freins qui sont apparus pour le rachat de Newcastle l'année dernière ou de l'Olympique de Marseille, ce sont des freins politiques, ce sont des lobbies, ce sont des associations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je dirais que c'est un ensemble. À partir du moment où l'Arabie Saoudite ou les Émirats font l'actualité 2, 3 fois par semaine en termes de violation d'une part des droits de l'homme, quand vous avez Mohamed Ben Salman qui essaye de mettre en place sa vision 2030 dans lequel il doit faire rentrer le football et le sport, mais que les libertés, que les libertés ne s'améliorent pas et qu'il n'y a pas davantage d'ouverture du régime. Je crois que ce genre d'investissement d'un côté comme de l'autre devrait être win-win. Donc que l'Arabie Saoudite veuille investir dans des clubs de sport qui sont importants pour elle, alors ça touche aussi bien Newcastle que l'enjeu de l'OM, que des petits clubs comme Châteauroux. Je crois qu'il faut pouvoir aussi que l'Arabie Saoudite accepte que des investisseurs puissent être frileux à l'idée d'aller investir en Arabie Saoudite. Ça doit marcher dans les deux sens. Or, la réalité, elle est celle-là, que le pays n'est pas ouvert, que les libertés sont extrêmement réduites, je crois que personne n'a en réalité à ce jour vraiment envie d'aller investir en Arabie Saoudite, et c'est un retour de bâton, à mon avis, que paye Riyad depuis quelques mois, et ayant voulu clairement profiter de la crise de la Covid, mettant en difficulté des clubs, mettant en difficulté des entreprises de spectacle. Je crois qu'il faudra que cette ouverture s'intègre dans une relation de confiance entre l'Arabie Saoudite
et des entreprises qui puissent être intéressées à l'idée que cet argent entre dans leur capital. Mais je trouve quand même assez bien qu'il y ait une alerte et qu'en tout cas, dans les médias, on puisse mentionner à chaque fois je dirais, le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire d'être content qu'un pays souhaite investir dans un club qui soit en difficulté, mais en même temps, dans le même temps, de dire aussi que ce n'est pas pour autant un viatique, ou en tout cas un blanc-seing pour l'Arabie Saoudite, pour qu'elle puisse continuer à mener cette politique nationale, régionale et mondiale, totalement contraire à nos principes élémentaires, surtout en Europe. Vous avez évoqué le rachat de Châteauroux, du club de Châteauroux, qui était un D2 qui va descendre au troisième échelon, en échelon national. Les négociations ont abouti. Apparemment, vous semblez avoir des informations comme quoi les négociations avec l'Olympique de Marseille n'auraient pas abouti. Est-ce que vous avez des éléments précis à nous fournir là-dessus? Non, je sais que c'est une polémique qui dure depuis longtemps. J'ai pas d'éléments clairs et nets sur le fait que ça n'aboutirait pas à terme, mais je pense qu'à partir du moment, c'est-à-dire que soit ça passe, soit ça casse. J'ai quand même ce sentiment de ce qu'on a pu voir pour les autres clubs ou de ce qui se passe, y compris dans les rachats de médias, comme ça a été le cas de The Independent, par exemple, en Grande-Bretagne, que soit ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que du coup, personne ne pose de problème et tout le monde est content d'accueillir au capital les Saoudiens, soit à partir du moment où ça commence un peu à bouillir, à partir du moment où on commence à mettre en avant ces éléments politiques qui peuvent être problématiques et toute la difficulté du coup ensuite de se coller l'image de l'Arabie Saoudite derrière, je crois que du coup ça rend de plus en plus compliqué la chose. Je ne sais pas si l'habitude sur ce genre de transactions est que ça dure des mois, voire des années. Je ne sais pas si plus vite c'est conclu, plus chacun est content. Ça, c'est une vraie interrogation que j'ai. Mais j'ai le sentiment quand même que du coup, tout le monde ne dit plus Amen immédiatement dès que l'Arabie Saoudite arrive avec ses grands sabots pour proposer son aide, évidemment, qui n'est pas totalement désintéressée, comme vous le savez. Mais ce qui pourrait être valable pour Châteauroux ne l'est pas forcément pour un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille, car on s'attaque à autre chose, à une institution, c'est quasiment un patrimoine national. Donc là, il y a des choses qui pourraient passer. Évidemment, le fort symbole. Dans un contexte régional régional et mondial, on comprend tout à fait l'objectif pour l'Arabie Saoudite d'être dans cette rivalité aussi détournée et délocalisée entre un OM qui serait saoudien en partie et puis le PSG qui est qatari. C'est-à-dire que cette importation des tensions régionales du Golfe n'est évidemment pas n'est pas anodine quand vous avez du coup les freins qui sont présents sur le rachat de l'OM. Il y a une part jubilatoire probablement de personnes intéressées par la géopolitique comme moi qui se disent ça serait assez amusant, si je puis dire, d'avoir du coup ces deux clubs qui s'affrontent et qui du coup correspondent aussi à une forme de délocalisation des tensions et de la crise qui a duré près de 4 ans dans le Golfe et qu'on retrouverait au sein même de l'Hexagone, là où les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis ont fait de la France une forme de terrain de jeu et d'investissement. Vous le voyez bien avec les Émirats, à partir du moment où la relation s'est apaisée et s'est normalisée elle n'a jamais été tendue, mais entre les Émirats arabes unis et Israël à la fin de l'année dernière après les accords d'Abraham, les Émirats arabes unis se sont empressés d'acheter un des clubs les plus prestigieux mais polémiques d'Israël, c'est-à-dire le Bétar, un groupe qui est considéré parfois comme radical, avec un certain nombre de propos moyennement acceptables au sein même des tribunes, et en tout cas du public et des supporters de ce groupe connecté indirectement à un groupe quand même extrêmement radical qui s'appelle le Bétar en Israël. Et donc, ça n'a pas empêché les Émiratis, du coup, d'acheter plus de la moitié de ce club qui n'acceptait, c'est pourtant un club israélien qui devrait accepter des Arabes israéliens au sein même de son équipe, qui n'avait jamais accepté un seul Arabe israélien. Tout ça est dans le sens de l'histoire, probablement pour essayer d'adoucir et de moderniser le Bétar et d'en faire finalement un club qui accepterait aussi les Arabes, ce qui serait tout à fait une première pour ce club. Donc vous voyez bien que dans tous les cas évoqués, la géopolitique de toute façon est au coin de la rue. Pascal Boniface l'avait
pronostiqué depuis des années l'enjeu du football comme atout géopolitique d'un certain nombre de pays, est devenu aujourd'hui clairement incontournable sur des clubs aussi importants et aussi symboliques. Et d'ailleurs, c'était amusant de voir même après la crise d'ailleurs entre le Qatar et les Émirats, de voir les maillots du PSG malgré l'embargo et le blocus du Qatar, donc le PSG financé par le Qatar, qui voyait ses joueurs arborer toujours un maillot avec écrit en gros dessus Emirates, qui est évidemment la compagnie nationale émirati. Tous ces symboles, tous ces signes montrent montrent des tensions et montrent des implications politiques qui peuvent aussi compliquer la gestion quotidienne d'un club, la gestion et l'organisation également d'événements. Dixit, toute la question de savoir pendant un bout de temps si on retrouverait les Saoudiens et les Émiratis à la Coupe du Monde l'année prochaine. Et finalement, ça sera le cas, mais ça a été évidemment un enjeu politique extrêmement important, un enjeu de tension politique extrêmement important. Vous l'avez évoqué, l'arrivée fracassante du Qatar dans le sport et notamment dans le football via le Paris Saint-Germain il y a une dizaine d'années, a sans doute attisé, a sans doute aiguisé l'appétit de ses voisins régionaux. La thèse selon laquelle le Qatar, c'est Nicolas Sarkozy qui aurait introduit le Qatar en France via le PSG, et la thèse selon laquelle l'Arabie Saoudite, ça serait plutôt Emmanuel Macron, dont on sait les affinités avec l'Olympique de Marseille. Selon vous, est-ce qu'elle est plausible? Alors, c'est plus vraiment une thèse. On sait très bien que du temps de Nicolas Sarkozy, la proximité entre la France et le Qatar a été la plus importante. C'était des histoires d'affinité, c'était des histoires de proximité. Ça n'empêche pas aujourd'hui Nicolas Sarkozy d'aller faire et donner des conférences extrêmement rentables aux Émirats. Donc, ce qui est clair, c'est que la proximité de l'époque extrêmement forte entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar a favorisé, je dirais, l'arrivée du Qatar dans le sport français. Et ça, évidemment, ça a été un pied de nez aux rivaux saoudiens enfin, surtout saoudiens puis émiratis. Et donc, du coup, je crois que chacun a essayé ensuite de vouloir faire sa place. L'Arabie Saoudite, clairement, la France a quand même été, du temps de François Hollande, au top de sa forme en termes de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Et donc, du coup, plutôt tendance en général à dire que c'est véritablement Hollande qui a rééquilibré les choses entre un Sarkozy considéré comme pro-Qatari et un Hollande qui a donné de nouveaux gages à l'Arabie Saoudite. Et il ne faut pas oublier que quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, la première visite officielle d'un dirigeant de la région, ça a été l'émir du Qatar et ensuite, il a essayé de rééquilibrer les choses. Puis après, il a fait son voyage. Macron a toujours essayé d'être relativement équilibré, comme il avait essayé de le faire d'ailleurs en recevant Trump et ensuite dans la foulée en recevant Poutine. Évidemment, ça ne marche pas toujours sur le long terme. À un moment ou à un autre, il faut se positionner. Mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, pour les trois pays, la France est toujours une cible de choix. Et les rivalités se font aussi bien sur les clubs que sur les compétitions, que sur les droits de diffusion et la rivalité qu'on a retrouvée entre le Qatar et l'Arabie Saoudite au moment de l'affaire de beIN Sport et de BeOutQ, qui a été extrêmement dommageable et extrêmement violente pour le Qatar et qui s'est retournée finalement contre l'Arabie Saoudite. Donc, un Emmanuel Macron qui pourrait être à l'OM, ce que Nicolas Sarkozy a été au PSG, ce n'est pas une option totalement inenvisageable. Bon, ça sert à rien de fantasmer là-dessus. De toute façon, il faut attendre 2022. Il reste plus beaucoup de temps. Alors, soit on est dans les tenants, et là, la question se vaudra le coup d'être posée, d'un Emmanuel Macron qui sera à nouveau élu en 2022. Mais je suis comme vous, je suis pas plus. Je ne lis pas dans le mar de café, pas plus pour une présidentielle que vous pour un résultat de match, quoique vous êtes peut-être sûrement meilleur que moi. Mais ce qui est clair, c'est que la relation est aussi très bonne entre un Macron et il suffit de voir au moment de la Coupe du Monde cette image très forte d'un Macron triomphant quand la France gagne et d'un émir du Qatar qui laisse la place à Brigitte Macron, si je ne me trompe pas, pour être relativement dedans. Donc, qui faisait sauter les protocoles, qui faisait sauter les codes. Et donc, voilà, il y a toujours des relations de toute façon fondamentales d'intérêt entre la France et les deux pays parce que
La France ne peut pas faire sans ses relations stratégiques, et trois pays même, elle ne peut pas faire économiquement sans ses relations historiques anciennes entre le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite, et que ça dépassera évidemment la question du sport. Je crois que l'armement est avant tout le point le plus important, et que du coup, qui achète essentiellement, majoritairement de l'armement français, c'est avant tout l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc il y a un intérêt de la part de Macron, évidemment, à ménager ces deux pays, quoi qu'il en pense par ailleurs, ou quelles que soient ses affinités plus personnelles qu'il aurait avec d'autres. On voit Ludovic Pouille, l'ambassadeur de la France à Riyad, euh, poster de plus en plus, gesticuler de plus en plus et poster de plus en plus de preuves de rapprochement, de collaboration entre les deux pays. Est-ce que ça fait partie également, toute cette stratégie de communication, d'une préparation à l'opinion publique? Est-ce que ça pourrait faire partie, on va employer au conditionnel, d'une préparation de l'opinion publique à une arrivée prochaine et spectaculaire et médiatique de l'Arabie Saoudite dans le sport de manière générale? C'est déjà le cas. De toute façon, le rôle d'un ambassadeur, qu'il soit en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats, vous suivrez les trois. Les trois passeront leur temps à promouvoir la relation des trois pays avec la France. Ils sont payés Mhm. pour ça, c'est leur rôle. C'est évidemment d'entretenir et de montrer que la relation est extrêmement bonne entre la France et qu'ils représentent, et puis le pays qui les accueille. Donc la multiplication de ces signes-là, je ne crois pas que l'ambassadeur ferait long feu s'il passait son temps et ses journées à dire que la relation est mauvaise, que la relation se dégrade, que en fait l'Arabie Saoudite est un pays de sauvages, qu'il ne faut pas aller investir là-bas, etc. Non, bien au contraire. Du coup, on voit bien que petit à petit, au-delà de la préparation ou pas de la question de l'OM, vous avez déjà de toute façon ces événements. Le Dakar est quand même un événement avant tout français. Il y a eu des polémiques au mois de janvier 2020, au moment du premier Dakar tenu en Arabie Saoudite. Ça a fait la une des médias, mais d'autres mettaient en avant, au-delà du choix des organisateurs, mettaient en avant du coup la dynamique de la relation et la confiance qu'il y avait entre la Saoudite et la France, malgré l'actualité, malgré la politique hiératique de Mohamed Ben Salman, d'accueillir un événement qui au départ était un événement fondé par Thierry Sabine, un Français, qui du coup est devenu une marque de fabrique française d'un événement international de compétition automobile qui a fait ses preuves. Donc du coup, Mohamed Ben Salman a racheté le produit, a racheté la marque, et finalement redore son image, non pas sur le dos de la France, mais dans une dynamique avec la France. Donc ce genre d'opération, elle est relativement win-win, et je crois qu'après, encore une fois, comme je vous le disais au début de l'interview, les amateurs ou les fans de sport finiront par oublier, comme ils l'ont peut-être fait pour le Qatar et le PSG, qu'il y a un pays derrière, ou qu'il y a peut-être une stratégie cachée ou non dissimulée. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont fans du PSG et qui n'y connaissent rien à la politique du Qatar, et je pense qu'il y en a plein aussi qui sont fans du PSG et qui sont peut-être critiques de certaines choses du Qatar, ou qui adorent par ailleurs. Je veux dire, la politique n'est jamais loin, tout est politique ou rien ne l'est. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le sport, ce n'est pas uniquement que du sport, ce n'est pas uniquement que de l'argent, c'est aussi évidemment à chaque fois et de la politique et de la géopolitique, avec du coup des présidents de la République qui ont un rôle stratégique majeur dans la promotion du sport et de l'excellence française, et dans les relations de ce qu'on appelle parfois le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire entre les industries françaises, notamment d'armement, qui sont l'excellence de la France, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et que ce soit aussi critiquable cela soit-il, et du coup la demande saoudienne qui achète des armes, et qui de l'autre côté achète du sport Mhm. français. Voilà. Est-ce que selon vous, allez, deux dernières questions, est-ce que selon vous, un État qui possède un club de football, que ce soit un club de football ou autre chose, est-ce qu'avec ça, selon vous, on enfreint les limites de l'éthique sportive? Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce qu'est l'éthique sportive. Je ne sais pas quelles sont les limites qui peuvent être prises, y compris quand l'UEFA hier décide d'interdire à l'Allemagne d'arborer les couleurs du drapeau LGBTQ au moment du match hier. Je ne sais pas, parce que d'un côté, l'UEFA nous explique par exemple qu'on ne peut pas faire de politique dans le sport, et puis de l'autre côté, on voit très bien que les arrangements derrière sont clairement politiques. On voit ô C'était le combien sens la de ma Coupe du question. Monde a Est-ce que été. justement, on ne prépare pas
un terrain, est-ce que finalement, ça ne prépare pas un terrain propice au conflit d'intérêts en laissant faire Si, cela? enfin, si, mais ça on le sait déjà. De toute façon, on sait que c'est déjà des arrangements et des relations d'intérêt, aussi bien économiques que politiques, que sportives. Après, je dirais, est-ce qu'il y a eu des sanctions, est-ce qu'il y a eu les polémiques qu'il y a eu sur la Coupe du Monde et sur l'idée que le Qatar avait acheté, etc. Puis après, c'était pas le Qatar, c'était la Russie. On se retrouve avec des choses que personne ne peut prouver et que du coup, les conflits sont là. Mais après, ça va, je dirais, au-delà de ça, ça veut dire qu'il faudrait alors à ce moment-là aussi remettre en cause la présence du Qatar au PSG. On ne l'a pas fait pendant des années et des années. Alors pourquoi est-ce qu'on commencerait avec l'Arabie Saoudite? Oui, les Saoudiens, c'est un peu des méchants, mais enfin, je veux dire, dans le degré, je veux dire, est-ce qu'on empêche les pays que l'on critique habituellement sur les droits de l'homme ou l'autre de s'ingérer dans nos affaires ou de faire des affaires avec? Si on passe son temps à critiquer la Russie, mais on a quand même des relations avec elle extrêmement, extrêmement importantes. Donc, bon, je crois que business is business, as usual, et que souvent, c'est, sans dire des banalités, c'est la chose qui l'emporte avant tout. Le rachat d'événements comme l'organisation des Grands Prix de Formule 1, c'est une chose, et on va dire que c'est plus facile de border, de cadrer son image. Mais le rachat d'un club, vous ne pensez pas que c'est quand même casse-gueule parce que c'est quand même vachement lié aux résultats qui restent encore, espérons-le, un petit moment, soumis à l'incertitude, à la glorieuse incertitude du sport. On le voit, le Qatar a le plus grand mal à remporter la Ligue des Champions avec le club du PSG. Est-ce que c'est pas risqué finalement Oui. d'investir dans Ah bah c'est un pari risqué. Pendant des années, le Qatar a investi à perdre dans cette histoire. Je crois qu'effectivement, c'est moins risqué d'investir dans l'organisation d'événements où la neutralité est totale. Je veux dire, l'Arabie Saoudite accueille un championnat, une des épreuves de la compétition automobile de Formule 1, évidemment. Là, tout le monde sera gagnant. On aura fait beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite pourra montrer ô combien elle aura organisé un truc magnifique à Jeddah, dans la ville la plus ouverte, si je puis dire, ou la moins fermée du royaume saoudien. C'est effectivement pas tout à fait la même chose que quand vous décidez de mettre vos œufs dans un club et au-delà de l'argent, d'avoir des personnes qui soient capables de mettre en avant et de faire la promotion indirectement de votre pays. Je crois que le Qatar a aussi traîné longtemps ce boulet quand le PSG ramait véritablement. C'est voilà, je crois qu'il y a eu aussi, alors je ne suis pas spécialiste, il y a eu un moment probablement plein de polémiques sur le fait que le Qatar voulait s'en aller ou je ne sais quoi, j'en sais rien, mais le truc qui est clair, c'est que c'est un pari risqué, c'est une arme à double tranchant, et je dirais que quand on investit dans un club comme ça, même en mettant beaucoup d'argent, on n'est pas évidemment du tout sûr du résultat, et c'est peut-être aussi une démonstration que ce n'est pas uniquement qu'avec des budgets que on peut faire de belles compétitions ou qu'on peut être extrêmement bon en sport. Et je crois que ça, c'est au moins peut-être encore un peu le mérite humain du sport en général. C'est que, finir sur une lapalissade, c'est que l'argent ne fait pas absolument tout non plus dans le sport et heureusement. Allez, on va vous libérer, Sébastien. Voilà. Allez, on va terminer sur un pronostic parce que vous savez qu'on a un auditoire Voilà. très olympien, très marseillais qui nous suit. Allez, un petit pronostic. Selon vous, si l'Arabie Saoudite parvenait à acquérir l'Olympique de Marseille, ça serait plutôt après les élections présidentielles, ça pourrait être imminent ou c'est quelque chose d'absolument chimérique et qui ne sont pour le moment que de simples rumeurs? Moi, j'ai le sentiment que ça va traîner jusqu'à la présidentielle. C'est quand même dans moins d'un an, de toute façon, la présidentielle. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on aille s'embarquer là-dedans. Voilà. D'autant plus que l'image de l'Arabie Saoudite reste celle-là, que Mohamed Ben Salman a été mis de côté par Joe Biden, que c'est quand même un Mohamed Ben Salman qui est à la barre pour ce genre d'opération avec son fonds d'investissement public saoudien à lui. Donc j'ai un peu l'impression que tout ça va être mis en stand-by, en tout cas va suffisamment traîner pour refiler la patate chaude plus tard. Alors après, je ne sais pas qui sera élu dans l'histoire, ça dépendra aussi des proximités des uns et des autres. Sébastien Boussois, merci beaucoup. Émirats Arabes Unis Merci à la à vous. conquête du monde, aux éditions Max Milo. C'est en librairie à partir du 13 juillet.
Ça va être très intéressant. En tout cas, si Absolument. c'est aussi intéressant que cet entretien, je vous invite à vous ruer dans vos librairies et à faire l'acquisition donc de cet ouvrage, le dernier qui va sortir de Sébastien Boussois. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. On peut vous Merci faire dire un beaucoup. allez À l'Ouest. bientôt. Voilà, allez l'OM. Merci beaucoup, Sébastien. Et allez les Bleus aussi. À bientôt.